Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Frédéric Potier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes préfet et vous étiez jusqu'en février dernier à la tête de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Frédéric Potier, vous publiez en cette rentrée chez Bouquin un Pierre Mendès France, la foi démocratique. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont tout à l'heure sur YouTube. Avant d'y revenir longuement avec vous, un mot sur l'hommage aujourd'hui rendu à Samuel Paty, enseignant assassiné par un djihadiste il y a un an à Conflans-Sainte-Honorine. Événement sidérant qui a bouleversé le corps enseignant mais plus largement toute la société. Est-ce que la lutte contre l'islamisme passe plus que jamais par l'école? Frédéric Potier. Plus que jamais, parce que cet assassinat, il a traumatisé tout le monde à juste raison. S'attaquer à un enseignant, c'est s'attaquer à la science, s'attaquer à la raison, s'attaquer à la transmission. Et donc la lutte contre les ténèbres, contre l'obscurantisme, ça passe avant et d'abord par l'éducation pour qu'on puisse transformer les mentalités, aller s'attaquer au noyau de haine qu'on peut trouver dans tout un chacun. L'école est devenue une cible des terroristes? Ça a toujours été une cible et c'est aussi le lieu du combat. Moi, je disais souvent dans mes anciennes fonctions qu'il fallait combattre dans l'école et par l'école. Moi, je crois que, et avec des intervenants comme Yanis Roder, par exemple, on a des outils, on a des moyens. Il y a de la volonté politique aussi, à l'évidence. Simplement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique. Il faut y aller, il faut aller dans les écoles, aider les enseignants, ne pas hésiter aussi à leur dire que c'est normal. Ils n'ont pas été suffisamment assistés? Si, ils ont toujours été aidés, mais moi je n'oppose pas le fait qu'il puisse y avoir des problèmes et qu'il y en ait toujours, et le fait qu'on puisse mettre en avant ce qu'on a fait. Et je crois que le ministre actuel a fait des choses, à l'évidence, avec d'autres, mais qu'il faut aller plus loin dans la lutte contre l'obscurantisme et pas céder aussi à des mouvements un peu démagogiques. Aller plus loin comment? En renforçant les apprentissages et les formations, notamment autour de l'enseignement de la laïcité? Oui, je crois qu'il y a une question de moyens. On a des outils qui sont très bons. On a un partenariat, je dis on, mais la DILCRA avait un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, par exemple, avec des programmes hors les murs qui permettent à des intervenants d'aller dans les collèges, dans les lycées, en banlieue, au plus près des élèves. C'est ça qu'il faut développer. Il faut qu'on aide tous nos partenaires à avoir une politique plus ambitieuse et plus audacieuse. Frédéric Potier, est-ce que vous comprenez que cet hommage à Samuel Paty aujourd'hui n'est pas de caractère obligatoire dans les classes? Ça, je sais pas, moi je laisse le ministre de l'Éducation assumer ses décisions. Moi, je considère que Samuel Paty fait partie des héros modernes. C'est presque un martyr, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là. Moi, j'ai été très touché par son assassinat. C'est quelque chose auquel je pense souvent. Et effectivement, un prof d'histoire géo, moi, ça fait partie des personnels enseignants qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse. L'obscurantisme, la haine, Pierre Mendès France en a été lui aussi la victime. Vous rappelez à vos lecteurs, Frédéric Potier, comment l'antisémitisme a accompagné chacune des étapes de sa vie politique, et ce, dès sa première campagne législative en 1932. Absolument, il est jeune... pas encore parlementaire, mais jeune homme politique. Il arrive en Normandie avec l'étiquette radicale socialiste. Et tout de suite, il est attaqué avec des tracts, avec des slogans lors de réunions. Une violence inouïe. On rappelle ses origines, on jette en pâture le nom de sa maman, de son père, comme si c'était une honte. Et ce qui est assez frappant chez Pierre Mendès France, c'est qu'il répond toujours avec beaucoup de dignité. Et il rappelle qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-citoyen ou de citoyen de seconde zone. Et il rappelle souvent que son grand-père était allé se battre en 1870, que son père s'était battu en 1914. Et au fond, Mendès, toute sa vie, luttera contre cet antisémitisme. Il sera défendu notamment un peu par la suite par Marx Dormois. Absolument, et il combattra toujours l'antisémitisme au nom des valeurs de la République, au nom du droit, au nom de l'humanisme. Et ça, c'est très fort chez lui, et c'est très pensé, et il a une phrase que je trouve magnifique. Il dit à supposer même qu'un jour j'oublie que je sois juif, mes ennemis ne manqueraient pas de le rappeler. Alors justement, comment est-ce qu'il vivait cette haine anti-juive permanente? Vous écrivez en suivant les pas de Jean-Paul Sartre que ce sont finalement les antisémites qui l'ont fait juif. Oui, parce que Pierre Mendès France n'était pas croyant lui-même. Il avait eu une éducation religieuse, bien sûr, mais il était, je crois, surtout très imprégné des valeurs de la République. Son père était dreyfusard, lui-même a fait des études de droit à la Sorbonne. Il appartenait à un parti, le parti radical socialiste, très marqué par la franc-maçonnerie, l'esprit des Lumières, qui considérait que finalement les convictions religieuses relevaient de l'intime, du privé, et que le citoyen, lui, n'avait pas à faire étalage de tout ça. Mais Pierre Mendès France, c'est quelqu'un qui fait face. Et il fait face notamment contre Vichy, contre le maréchal Pétain en 1941, parce que lui, c'est un bouc émissaire incroyable pour tous les antisémites. Il est juif, il est de gauche, il a été secrétaire d'État au Trésor, il est spécialiste des questions de finances internationales, donc il rassemble sur sa personne
tous les préjugés qu'on peut trouver dans l'antisémitisme le plus crasse. Et d'ailleurs, lors d'une exposition célèbre à Paris, pour incarner le juif, la figure du juif, eh bien, le régime de Vichy choisit Pierre Mendès France. Donc il est condamné en 1941, vous le rappeliez à l'instant, par la justice pétainiste à 6 ans d'emprisonnement pour désertion. Lui dont le courage, y compris sur le champ de bataille, n'a jamais été contesté à part par les pétainistes. Et ce n'est qu'en 1954, soit 13 ans après, qu'il sollicitera la révision de ce procès. Pour quelle raison ? Alors ça, là aussi, ça témoigne vraiment de son état d'esprit et de son attachement au droit et aux droits de l'homme. Pierre Mendès France aurait pu considérer que finalement ce jugement était complètement inique, c'était le cas, l'instruction était complètement biaisée, les preuves inexistantes, on l'accusait de l'avoir déserté, ce qu'il n'avait jamais fait, il n'a jamais cessé de demander à se battre tout le temps, d'aller au front. Et donc il est condamné de manière complètement ridicule, mais Pierre Mendès France considère que le droit est une force, il considère que les institutions judiciaires sont des choses extrêmement importantes en démocratie, et donc il demande la révision de son procès devant cette cour militaire, et il l'obtient quelques mois avant de devenir chef du gouvernement. Donc ça montre bien que chez lui, ces institutions, le droit, l'état de droit, ça compte. Là où, par exemple, quelqu'un comme le général de Gaulle aura eu une attitude complètement différente en considérant que tout ça était nul et non avenu et qu'il ne fallait pas s'embêter avec toutes ces procédures. Son procès prolonge d'une certaine manière le procès de Dreyfus. C'est le procès finalement des fous de la République, pour reprendre une expression de l'historien Pierre Ngiamoun que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre. Absolument, c'est le procès de Pierre Mendès France, c'est aussi le procès de Jean Zay. Et là aussi, il y a beaucoup de similitudes entre les deux parlementaires qu'on accuse d'être vendus, qu'on accuse d'avoir peur, qu'on accuse de trahir finalement la nation. Et pour toute cette génération, c'est vraiment un écroulement non seulement militaire, la défaite de 40, mais c'est aussi un écroulement intellectuel. Moral aussi ? Moral, évidemment. C'était des jeunes gens qui avaient beaucoup investi, qui étaient parfaitement intégrés dans la méritocratie républicaine, avec derrière, en toile de fond, des grandes figures. Jean Jaurès, Jules Ferry, c'était des familles parfaitement intégrées, des avocats, des conseillers d'État. Et ils se trouvent là, mis au banc de la société, placés en position d'accusation. Et donc, il faut mesurer ce qu'a dû être ce traumatisme pour des fous de la République, fous au sens amoureux de la République. Et Mendès France a essayé, et je crois qu'il a plutôt réussi, à surmonter cette épreuve et à garder cette foi intacte dans la démocratie et la République. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu retrouver et relire cette figure. Des épreuves, Pierre Mendès France en connaîtra beaucoup. Il dira « Je suis juif et un juif ne peut pas régler le problème algérien ». Nous sommes, rappelons-le, au milieu des années 50. Pourquoi cette conviction forte chez lui ? Alors ça se passe en 1956. Pierre Mendès France fait une forme de comeback dans la vie politique française avec des alliés, à sa gauche le Parti socialiste, à sa droite des gaullistes sociaux avec Chaban-Delmas. Et la question est de savoir qui devient chef du gouvernement. Mendès France était l'homme qui incarnait cette coalition, qui avait été mise en avant dans la campagne électorale, mais c'était les socialistes qui avaient le plus élu. Et finalement, en 1956, c'est Guy Mollet, socialiste, qui est choisi. Et à plusieurs reprises, on trouve dans des correspondances, dans des conversations, la mention selon laquelle Mendès France, finalement, aurait considéré qu'être juif, ça aurait été encore plus dur pour résoudre ce problème algérien. Sauf que Guy Mollet n'a évidemment rien résolu, qu'au contraire, il a probablement aggravé les choses, il a mis les mains dans l'engrenage d'une politique répressive que dénonçait Mendès France. Et donc, 56, c'est un peu une occasion manquée. Peut-être que si Pierre Mendès France avait été nommé chef du gouvernement à cette époque-là, peut-être que le drame algérien aurait été... je ne sais pas si on aurait pu l'éviter, mais en tout cas, peut-être qu'il aurait été géré différemment et qu'en tout cas, on aurait peut-être eu une approche plus progressive. Et il confiera d'ailleurs dans les années 70 « Je regretterai toujours que le temps ne m'ait pas été donné d'entreprendre une politique algérienne libérale et loyale ». Vous soulignez à plusieurs reprises dans le livre sa vision finalement assez précurseuse en matière de décolonisation. Pierre Mendès France, comme tous les hommes politiques de sa génération, est attaché à l'Empire français. Et pour lui, l'Algérie, c'est encore la France, ce sont des départements. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose d'intenable à avoir des citoyens de seconde zone qui n'ont pas toujours le droit de vote, qui n'ont pas le même accès à l'éducation. Et donc, il considère, avec François Mitterrand, par exemple, que finalement, il y a deux options possibles. Il y a une politique libérale où on essaye d'être en rapport et d'être en accord avec nos principes démocratiques, et donc il faut libéraliser, ou bien il faut garder l'empire colonial tel qu'il est, avec une répression économique, une exploitation économique, et lui, ça lui semble intenable. Et donc, Parce que ça heurte aussi ses valeurs profondes. Absolument, et il considère que cette voie-là, que lui a cherché à explorer, il l'a bien fait sur la Tunisie, il a réussi à faire ce grand discours à Carthage et à accorder l'autonomie interne à la Tunisie, ce qui a été le prélude à sa décolonisation. Il n'a pas été suivi, il a été renversé, trahi par ses propres amis radicaux. Quand il tombe, quand son gouvernement chute, il lui manque 20 élus, et ce sont 20 voix radicales qui lui manquent au Parlement, qui tombent à cause de l'Algérie.
De manière plus générale, vous décrivez, Frédéric Pottier, sa vision de la politique internationale de la France comme l'antithèse de celle du général de Gaulle. Qu'est-ce qui lui déplaisait tant dans la politique de grandeur du fondateur de la Ve République ? Alors, Pierre Mendès France reprochait au général de Gaulle, et c'est assez amusant de rapprocher ces deux géants de la vie politique française, le caractère démesuré, le caractère théâtral finalement d'une politique étrangère, fondée sur des grands gestes, des mots, des grandes déclarations, mais finalement pas d'action efficace. Et donc Pierre Mendès France, c'est une politique étrangère peut-être plus discrète, peut-être plus modeste, tout aussi démocratique parce que devant rendre des comptes aux citoyens, et probablement en rupture avec ce qui est un peu une grande tradition française, c'est notre emblème national, le coq avec beaucoup d'ego. Mais cette politique étrangère mendésiste, je pense qu'elle aurait peut-être amené à une politique plus efficace qu'elle ne l'est ou qu'on ne le pense. Vous expliquez au début du livre qu'il porte finalement de manière générale l'idée d'une politique non anti-messianiste, non messianiste. Oui, d'ailleurs, Pierre Mendès France récusait complètement le terme de mendésiste. Lui-même considérait que se rattacher à un homme ou suivre un homme, c'était abdiquer de son propre devoir de réflexion de citoyen. Et donc, lui considérait qu'il fallait absolument ne pas suivre quelqu'un aveuglément, mais faire un exercice de raison, un exercice intellectuel pour définir ce qu'était le meilleur chemin pour notre pays. Et c'est cette foi démocratique, cette foi dans la délibération collective qui, je crois, nous manque tant aujourd'hui. Ce livre, Frédéric Pottier, est un plaidoyer finalement en faveur d'une certaine éthique de responsabilité à travers l'une des plus grandes figures de la gauche au XXe siècle. Une éthique qui, dans la continuité de Max Weber, met la prévision au cœur de son action politique et publique. Gouverner, c'est prévoir, disait Mendès France. Pourquoi c'est un trait capital pour comprendre ce grand personnage de la vie politique française au XXe siècle ? Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est choisir. Et choisir, c'est aussi renoncer. Et pour choisir et renoncer, eh bien, il faut exposer aux citoyens ce qu'on va finalement mettre en avant, quelles priorités on va donner. Et c'est le devoir du politique de ne pas mentir, de devoir exposer avec autant de clarté et de sincérité que possible ce que doit être le chemin de notre pays dans les années à venir. Et donc anticiper, c'est majeur. Mais Mendès France, à un moment, je crois, j'écris dans le livre qu'il n'était pas dans la séduction, il était dans la conviction. Et pour convaincre, il faut d'abord exposer loyalement, et c'est toute sa vie ce qu'a essayé de faire Pierre Mendès France. Qui sont ses héritiers aujourd'hui ? Il n'y a pas de fils direct, il n'y a pas de fidèle héritier. Je dirais qu'on retrouve du mendésisme un peu chez Édouard Philippe, un peu chez Bernard Cazeneuve. Il y a un rapport à la République, à la laïcité, évidemment. Il y a une volonté modernisatrice qu'on peut retrouver chez Emmanuel Macron. Mais la pratique du pouvoir du gouvernement actuel est aux antipodes de la vision très parlementariste, avec une démocratie très athénienne que plaidait Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, La foi démocratique, c'est publié aux éditions Bouquin. Merci beaucoup Frédéric Pottier d'avoir accepté notre invitation. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. À bientôt.